personne ne crée les conditions et donne les opportunités à cette jeunesse de s'exprimer. Et donc je dis à cette jeunesse et à la génération dans laquelle je m'inscris aussi, tout simplement que c'est à nous de prendre notre avenir en main et de aussi venir bouger les choses, prendre, en tout cas, s'asseoir à la même table que nos aînés pour que ce transfert de générations, de compétences et d'expérience se fasse et afin que nous puissions aussi prendre notre destin en main en s'inspirant de ce qu'ils ont fait, mais aussi en essayant de construire un avenir en face avec notre réalité et avec notre image et notre vision qu'on a de l'Afrique. Mesdames, Messieurs, qui dit souveraineté dit aussi indépendance, qui dit indépendance dit aussi une forme de liberté d'action. Et si on n'est pas à mesure, d'allier... Ça, c'est le stress qui fait ça. Si on n'est pas à mesure de concilier nos réalismes avec des projets et nos idéalismes avec des actions, nous ne pourrons pas construire un avenir meilleur pour notre continent. Il est aussi indispensable et obligé pour nous tous de mettre une partie de nos ambitions personnelles et nos égos de côté et de consacrer l'essentiel de notre énergie et de notre intelligence et notre force au service exclusif de l'Afrique. Mesdames, Messieurs, je ne veux pas prendre beaucoup de temps encore. Je vous dis bonne conférence et passez une excellente soirée. Bonsoir, merci d'être là, merci à Sciences Po de nous accueillir. Donc j'ai la redoutable tâche de modérer en 2h30 une discussion complexe, la question de la souveraineté des États en Afrique, avec nos débattants. Alors le principe, nous avons à peu près 2 heures, moins un quart d'heure. On discutera avec les débatteurs pendant 1h30, enfin 1h20, et on essaiera de donner une bonne demi-heure, voire 40 minutes à la salle, sous forme de questions-réponses. Il me semble que le sujet est très complexe, parce qu'aujourd'hui, moi, en tant que journaliste, quand j'entends le mot souveraineté, il est beaucoup dans la bouche des populismes et des extrêmes. Les derniers qui parlaient de souveraineté, c'était les Brexiteurs en Grande-Bretagne. Trump, Bolsonaro. Et puis en Afrique, je pense que cela ne va pas de soi. Autant dans les années 60, la question était très claire. On parlait d'indépendance, la question de la souveraineté n'émergeait pas. Aujourd'hui, on parle de souveraineté et je pense que nous avons différents profils ici qui peuvent nous éclairer. D'abord, Fatou Gom. Fatou est auteur, analyse politique à l'OCDE. Fatou a signé un roman chez l'Harmattan, il me semble, Le silence du totem, un roman qui parle de la question des œuvres d'art et de sa restitution, donc un livre en pleine actualité. Ensuite, j'ai Hamzat Boukari Yabara. Hamzat est historien, il est l'auteur d'un livre qui me semble majeur et important sur la question du panafricanisme, Africa United. Nous avons Étienne Smith. Étienne est maître de conférence, je pense que c'est le local de l'étape, si on peut dire. Il est maître de conférence à Bordeaux, politiste. Étienne a travaillé sur la question politique au Sénégal beaucoup, et son dernier livre chez Cartella, Les hussards noirs de la colonie, qui est un travail sur l'apport politique des instituteurs pendant les dernières années de la colonisation. Et puis à côté de moi, nous avons Ousmane Sonko, qui est candidat à l'élection présidentielle au Sénégal, qui est député à l'Assemblée nationale du Sénégal et qui signe un livre-programme qui s'appelle Solutions, où il parle de la question de la souveraineté. Alors pour commencer, il me semble utile de poser les termes du débat. Les mots sont importants. J'aimerais bien que chacun d'entre vous nous explique qu'est-ce qu'il entend par souveraineté, parce qu'il me semble que c'est un mot complexe, compliqué, qui peut avoir de multiples usages. Alors, Fatoumata, peut-être, quel est votre usage, en tout cas intellectuel ou pratique, de la souveraineté? Bonsoir à tous et à toutes.
Je suis très contente d'être ici dans cette désormais mythique, nouvellement mythique salle Simone Veil pour débattre de ce sujet important qui est la souveraineté des États africains. Donc il s'agit de débattre, puisque le sujet exact de ce panel est modalité pratique et perspective, il s'agit de débattre sur là où les trajectoires que les États africains doivent emprunter pour atteindre ce stade de souveraineté. Et comme cette trajectoire est forcément ascendante, on ne peut parler de souveraineté sans aborder la notion de progrès. Donc qu'est-ce qu'on entend par progrès? Donc ce que j'entends par souveraineté, et Barka il l'a dit tout à l'heure, c'est d'abord la relation qu'un État a avec les autres États, et là on parle d'indépendance, mais aussi la force et la capacité que cet État-là a à garantir la sécurité intérieure, la sécurité politique, militaire, économique, et aussi à garantir et à fournir à ses citoyens des services publics tels que l'éducation, la santé, la sécurité sociale. Donc cela nécessite avant tout d'avoir des institutions qui sont solides, qui ne dépendent pas, qui résistent surtout aux cycles électoraux, qui ne dépendent pas de la composition des cabinets ministériels et qui aussi ne dépendent pas de la politique du gouvernement actuel. Donc voici grosso modo ce que je pense de la souveraineté. Alors Hamzat, qui est historien, alors Hamzat, c'est intéressant parce que vous travaillez sur la question du panafricanisme. Moi, il me semble que, en tout cas en Afrique francophone, surtout en Afrique de l'Ouest, on a eu ce qu'on a, enfin le panafricanisme est devenu un moteur de la question de la souveraineté. On a souvent une sorte de national panafricanisme qui mélange deux registres très compliqués. Vous allez en Côte d'Ivoire, tu as un Gbagbo qui est très panafricaniste, qui est très tatillon sur la question de la souveraineté. Et paradoxalement, c'est sous son règne que les Burkinabés étaient persona non grata. Donc comment concilier la question de la souveraineté des États africains tout en étant dans une perspective d'ouverture, dans une perspective de panafricanisme? Parce que qui dit panafricanisme dit quelque part renoncement à une part de souveraineté de nos États, en tout cas tels qu'ils sont. Oui, c'est également un honneur pour moi d'être là ce soir. Je dirais que pour répondre à cette question, tout simplement, les États-nations tels qu'ils sont nés au moment des indépendances n'étaient globalement pas viables. Et je crois que lorsqu'on parle de panafricanisme, on fait référence à la banqueroute économique, politique et je dirais même morale d'un certain nombre d'États qui sont partis dans cette direction. Donc la solution qui apporte au panafricanisme, c'est la question fédérale, c'est-à-dire que les États-nations tels qu'ils sont nés auraient dû plutôt naître sous la forme de nations-États et donc davantage, je dirais, travailler la sociologie des nations africaines plutôt que des institutions. Et je pense que c'est aussi ce qu'on a vu au tournant des années 90, qu'on est passé à la démocratie. Et on a vu qu'il y a une rente qui a été mise sur la démocratie. Comme aujourd'hui, il y a une sorte de rente sur le panafricanisme qui doit nous amener vraiment à réfléchir à ce qu'on met finalement dans ces concepts-là. La dimension panafricaine, c'est une dimension qui tourne autour de la diaspora. C'est la manière dont le continent africain et sa diaspora, je dirais, se réconcilient dans un premier temps. Dans un second temps, c'est la manière dont les États africains décident, je dirais, non pas d'abandonner leur souveraineté, et là encore il faut être précis parce qu'il y a des termes souveraineté et indépendance, mais dans les pays anglophones on parlait plutôt de self-government, qui veut dire encore autre chose, c'est se gouverner, et self c'est soi-même, alors que dans les termes comme indépendance, il y a le terme dépendance qui est bien resté. Et je dirais que ce qui compte en fait pour, je dirais, dépasser cette problématique, c'est la question de la politique extérieure commune. Quelle est la politique extérieure commune des États africains? Est-ce qu'il y a une coalition d'intérêts? Peut-on aller d'un seul groupe, enfin d'un seul individu, aller négocier avec la Chine? Ou faut-il y aller à 55 en rang dispersé, où chacun a une vision qui s'arrête, on va dire, aux limites de son territoire, alors que les Chinois en face ont une vision globale? Donc je dirais que c'est la manière dont on comprend que l'État-nation en soi ne peut pas fonctionner. Et le panafricanisme, d'un point de vue rigoureux, est mal vu par nos dirigeants, précisément parce qu'il déconstruit la question de l'État-nation, sur lequel repose, je dirais, leur souveraineté, leur pouvoir factice. C'est aussi un élément important, puisque la logique de l'État ou de l'État-nation est relativement récente, et on sait que dans le contexte historique de l'Afrique, on était plutôt sur des logiques d'empire. Donc là aussi, ça renvoie à la nécessité de penser l'Afrique sous une
vision, je dirais, beaucoup plus impériale et non sous une vision purement nationale qui précisément attise des ressentiments ethniques du fait de l'intangibilité des frontières, du fait d'un certain nombre d'inégalités historiques et structurelles. Donc c'est vraiment tout ça, c'est repenser la sociologie des nations qui me semble le plus important pour avoir une souveraineté du bien-être, une souveraineté de l'interdépendance et une souveraineté qui permet à l'Afrique de parler, je dirais, d'un seul être au reste du monde. Étienne Smith, vous êtes politiste, qui suit qui a une approche politique. Enfin, je vais vous rapprocher le micro. Qu'entendez-vous, vous le politiste qui travaille sur l'Afrique, qu'entendez-vous quand on dit souveraineté des États africains? Merci Ousmane. Moi, du point de vue de ma discipline, je commencerai par dire que la souveraineté, c'est d'abord vouloir être souverain. Il faut déjà, au départ, que les chefs d'État des différents pays d'Afrique aient cette volonté d'être souverain. Et ce qui est assez frappant quand on regarde le leadership en Afrique en général, c'est à quel point en Afrique anglophone, la volonté d'être souverain, d'avoir une souveraineté complète est présente et forte, et à quel point en Afrique francophone, pour des raisons historiques sur lesquelles on n'a pas besoin de revenir forcément, parce qu'on n'a pas le temps, mais c'est frappant de constater que beaucoup de chefs d'État, à l'heure actuelle encore en Afrique francophone, n'émettent pas cette volonté de souveraineté complète et totale. Donc j'insisterai beaucoup sur cette notion au départ de volonté d'un leadership volontariste sur cette question. Ensuite, en tant que politiste, j'insisterai sur la question des élections. Être souverain, c'est aussi être maître de ces élections. Et là, ça pose la question, on parle souvent des ingérences électorales russes, par exemple, récemment aux États-Unis. On parle assez peu de la question des ingérences électorales en Afrique, que ce soit des États extra-africains, des multinationales ou même des chefs d'État en Afrique, sur la question du financement des campagnes électorales. Cette boîte noire du financement de la vie politique et des campagnes électorales en Afrique pose des questions et des enjeux de souveraineté. Quand un chef d'État d'un pays X, je ne donnerai pas de nom, finance la campagne électorale d'un candidat dans un pays Y, on a là des enjeux aussi de souveraineté qui, à mon avis, ne sont pas assez traités par la science politique, donc mea culpa des chercheurs qui ne travaillent pas assez là-dessus. Mais aussi question qui n'est pas assez posée peut-être par les hommes politiques eux-mêmes sur ces espèces d'ingérences croisées qu'on constate au moment de la question électorale. Et enfin, la souveraineté, c'est un vaste spectre. Il y a différents modèles historiques qui ont bien été soulignés pour la souveraineté en Afrique. Est-ce que c'est une souveraineté à la Mamadou Dia, comme on a eu pour le cas du Sénégal? Est-ce que c'est une souveraineté à la Nkrumah, une souveraineté à la Kagame, une souveraineté à la Sankara, une souveraineté à la Gbagbo, une souveraineté à la Mugabe, voire une souveraineté à la Kadhafi? On voit bien là qu'il y a différents modèles, différentes façons d'envisager la souveraineté africaine qui ne sont pas exactement les mêmes. Donc, faisons un travail de clarification conceptuelle sur quel type de souveraineté on veut. Et enfin, dernier point peut-être, pas de souveraineté sans base fiscale. Et ça, je suis ravi que nous avons l'ancien inspecteur des impôts à nos côtés pour peut-être développer sur ce point. Un État qui n'a pas de base fiscale forte peut toujours parler de souveraineté, il n'y aura pas les moyens de cette souveraineté. Donc, à mon avis, voilà. Élection, fiscalité, les points essentiels de la composante souveraineté. On a la chance d'avoir un politique, on va lui poser la question. Ousmane Sonko, vous êtes candidat à la présidentielle, député, quelle est votre souveraineté? Souveraineté de Gbagbo, de Sankara, de Nkrumah, de Kagame, Kadhafi, après la fin de Kadhafi. Oui, je vous remercie. Je pense qu'il n'y a pas mille genres de souveraineté. La souveraineté, elle est uniforme. Ça découle de la notion de souverain, comme l'a dit tout à l'heure Étienne, et qui vient du latin et qui signifie simplement supérieur. La souveraineté peut se définir comme étant le droit absolu d'exercer une autorité sur un territoire ou sur un peuple. Et en tant que telle, elle se décline sous deux aspects, la souveraineté interne ou intérieure et la souveraineté externe ou extérieure. Et la souveraineté extérieure, d'abord, elle est importante parce qu'elle suppose qu'au niveau international, qu'il n'y ait aucune force supérieure à l'État et qui puisse lui dicter son comportement ou ses décisions, sauf les limitations que l'État se fixe à lui-même, notamment à travers les traités internationaux, ses engagements internationaux. Et au niveau intérieur, maintenant, ça suppose que l'État ait la compétence de la compétence, comme le dit l'école allemande, qu'il soumette toutes les autres composantes, personnes morales comme personnes physiques, à sa logique, ce qui
lui donne un certain nombre de prérogatives, notamment à légiférer, à imposer la puissance publique, à avoir le monopole de la violence légitime, comme on dit, à pouvoir lever des impôts et donc percevoir un certain nombre de moyens pour définir, pour déterminer ou conduire ses politiques, à pouvoir conduire la diplomatie au nom d'un peuple. Et donc, si on devait résumer la souveraineté, que ce soit au niveau intérieur comme au niveau externe, c'est cela. Cette souveraineté maintenant, ces deux niveaux de souveraineté sont étroitement liés parce que on a tendance à parler de souveraineté extérieure. Quand on parle de souveraineté des pays africains, on a en ligne de mire que la souveraineté extérieure, c'est-à-dire cette domination que subissent les pays africains, qui est devenue insidieuse, qu'on ne voit pas parce que ce n'est plus une domination sous le rapport de la colonisation, mais c'est une domination qui prend une forme beaucoup plus pernicieuse, surtout au plan économique. Mais on a tendance on n'a pas tendance à établir le lien qu'il y a entre le dévoiement de la souveraineté intérieure, qui dans toutes les constitutions découle, en tout cas toutes les constitutions disent que cette souveraineté appartient au peuple, qui la délègue simplement, soit à ses élus, à ses représentants, mais qui peut l'exercer quelquefois par voie référendaire. Et moins on applique bien ce premier niveau de souveraineté, plus évidemment on est faible sur le second niveau de souveraineté. Alors moi j'ai une question, j'ai lu votre livre, Solutions. Il y a une question parce qu'on a dit modalités pratiques dans le thème. Hein. En termes de modalités pratiques, comment dans un pays comme le vôtre que vous aspirez à diriger, le Sénégal, qui est totalement dépendant à la fois économiquement, géopolitiquement de l'extérieur, peut construire un projet de souveraineté? Comment, de façon pratique, ça se déploie? Sur quoi cette souveraineté dont vous aspirez, dont vous parlez, s'assoit? Oui, nos pays africains sont dépendants et dominés, mais la question qu'on se pose est-ce que ce n'est pas une servitude volontaire? J'ai bien aimé un ouvrage sorti, je crois, l'année dernière sur la question de la monnaie, justement, le franc CFA, et qui s'intitulait servitude volontaire. Parce que nous sommes dans un contexte où le rapport de force ne découle plus de confrontations armées. Théoriquement, nous sommes indépendants. Théoriquement. Qu'est-ce qui pousse aujourd'hui les dirigeants africains? Et Étienne l'a bien soulevé, c'est plus vrai en zone francophone qu'en zone anglophone. Qu'est-ce qui pousse nos dirigeants africains à continuer à se soumettre volontairement et à compromettre donc les intérêts de leur peuple au profit non plus seulement de l'ancienne puissance coloniale, en tout cas pour le cas du Sénégal, mais aujourd'hui c'est devenu beaucoup plus ouvert. Je ne vais pas citer particulièrement de pays, mais vous allez voir que des pays asiatiques, des pays africains même, qui il y a quelques années étaient à peu près au même niveau que nous, sont aujourd'hui dans ce rapport de domination. Et quand on me pose ce genre de questions, moi-même j'ai envie de renvoyer une autre question. Qu'est-ce qui peut empêcher un État d'être souverain? L'économie, par exemple. Au niveau de l'économie, justement. Vous dites souveraineté économique. Prenons des exemples très simples. J'ai bien aimé ce que Étienne a dit tantôt, parce qu'il faut se donner les moyens de sa souveraineté. Et le combat le plus important à gagner aujourd'hui, il est d'abord économique. C'est se doter de ces moyens, et ce n'est pas seulement à travers la fiscalité, c'est à travers une bonne gestion des ressources naturelles également, c'est à travers une indépendance monétaire, c'est tous les leviers de financement d'une économie qui aujourd'hui nous échappent. Qu'est-ce qui empêcherait un président de la République sénégalaise de dire que je veux avoir une mainmise sur les ressources naturelles sénégalaises, que ce soit le pétrole, l'or, le zircon, etc. Il n'y a absolument rien qui puisse l'empêcher aujourd'hui de poser des actes concrets, comme d'autres l'ont fait. Nous avons vu le cas des pays d'Amérique du Sud ces dernières années, Evo Morales que je peux citer, comme même en Afrique d'autres essaient de le faire. Nous avons vu ce que le président Paul Kagame est en train de faire, alors que théoriquement... que Kagame, enfin c'est mon côté journaliste, c'est un pays qui est totalement dépendant de l'aide extérieure.
l'essentiel du budget en grande partie d'un pays, paradoxalement, comme le Rwanda, et vient de l'extérieur. Non, nous parlons de souveraineté. Vous savez, l'aide extérieure, si on prend un exemple, je prends l'exemple de la Corée du Sud, qui a largement bénéficié de l'aide extérieure américaine, ça ne l'a pas empêché de définir des politiques basées sur sa souveraineté. Lorsque la Corée du Sud prenait l'option d'aller vers des industries lourdes, la métallurgie, la sidérurgie et l'industrie automobile, mais l'Amérique, qui était son principal soutien, n'était pas d'accord. C'est-à-dire, je comprendrais si aujourd'hui, cette ex-là était adossée à des conditions qui ne vont pas dans le sens de des intérêts du Rwanda et que Paul Kagame l'accepte. Mais si on n'est pas dans ce schéma-là, le fait de recevoir une aide extérieure qui ne donne pas un droit absolu à celui qui vous soutient de vous dicter vos politiques ne pose pas problème en tant que tel. Donc là, il y a quand même une confusion à ne pas faire. Ce qui m'intéresse, c'est qu'aujourd'hui, est-ce que le Rwanda définit librement ses politiques? Est-ce que le Rwanda a la capacité de dire sur un aspect particulier que je veux faire ceci, même si ceux qui derrière soutiennent le Rwanda ne voient pas de cette manière? À part de ce moment, on peut apprécier. Mais ce n'est pas en termes de on reçoit des lettres ou on ne reçoit pas. Et si vous revenez dans le cadre de nos pays, les aides que nous recevons sont assujetties à des contreparties. Vous devez faire telle réforme fiscale, vous devez abandonner tel type de politique, vous devez ouvrir vos frontières en signant les accords de partenariat économique. C'est en ce sens que l'aide peut être un problème. Mais si c'est une aide qui n'impacte pas sur la liberté de l'État souverainement de définir ses politiques dans le sens bien compris de ses populations, je ne vois pas où est-ce que le problème peut se situer. Naturellement, le débat, on le remarque, est allé sur le terrain économique. Comme si la question de la souveraineté est essentiellement économique. Or, il me semble, on a la chance d'avoir Fatou Ngom qui travaille sur un aspect que je pense très intéressant et oublié de la souveraineté, c'est la souveraineté culturelle. Et d'ailleurs, c'est une des questions, parce que M. Sonko dit que la première des souverainetés est économique. Je ne suis pas sûr, je me demande, est-ce qu'il ne faudrait pas conquérir notre souveraineté identitaire, si je puis dire, retrouver notre patrimoine immatériel, un débat qui est en plein cours, retrouver ce que nous sommes, avoir des individus disposés à être souverains, parce que bon, si les individus ne sont pas disposés, je pense que même économiquement, on ne construit rien. Fatou Ngom, vous êtes un peu précurseuse, parce qu'avant même ce fameux rapport de Fedwin qui pose la question de la restitution du patrimoine africain, vous avez écrit sur la question un roman. Alors, est-ce que vous êtes d'accord avec M. Sonko que le premier pas vers la souveraineté, elle est économique? Alors, c'est vrai que le premier pas, l'un des pas quand même cruciaux pour atteindre la souveraineté est quand même politique, économique, parce que c'est par l'économie qu'on peut définir les politiques publiques, les appliquer et fournir aux citoyens les services à travers le contrat social qui lie le citoyen et l'État. Par contre, Ousmane a raison en termes de souveraineté culturelle. Ousmane Ndiaye, le modérateur, il a raison en termes de souveraineté culturelle. Et la souveraineté culturelle, c'est donc la capacité à ce qu'un État a à sauvegarder, à protéger et à promouvoir les produits de sa culture et de sa civilisation. Donc moi, j'ai écrit un roman qui s'intitule Le silence du totem, qui est un roman qui s'inscrit dans l'actualité. Comme l'a dit Ousmane Ndiaye, je l'ai écrit avant que le président Macron s'engage à restituer et à amorcer la réflexion sur les modalités d'une restitution du patrimoine culturel. Donc j'ai écrit un roman qui s'inscrit dans cette actualité-là, de la restitution du patrimoine africain qui a été spolié ou acquis dans des périodes de domination. Et donc, quand on pense qu'en Afrique, 90%, donc c'est un chiffre que l'on avance, 90% de son patrimoine culturel est aujourd'hui en dehors de son sol, du continent, je me pose la question à savoir comment est-ce qu'on pourrait être souverain sur le plan culturel quand on est amputé d'une partie cruciale
de l'héritage que les ancêtres, que les anciens ont laissé aux générations futures. Donc ce sujet-là de la restitution des œuvres d'art, c'est un sujet très très d'actualité, et le fait que la France ait pris le leadership sur ce sujet-là par rapport aux autres pays coloniaux est une très bonne chose. Et un peuple ne peut se targuer d'être souverain quand culturellement, et là je parle de la culture matérielle, parce que la culture immatérielle, les danses, les chants, etc., ils sont bien ancrés dans notre patrimoine. Le Sénégal exporte quand même, au nom de l'exception culturelle, sa culture immatérielle, mais il y a une part physique, la culture matérielle, qui aujourd'hui est en dehors du continent et qu'il faudrait retrouver de façon exclusive et non pas juste couper un peu le lien et se laver de ce sang qui entre sur nos mains, en fait, sur les mains des anciens colons. On a la chance d'avoir Hamzat, qui est un historien qui travaille sur la question du panafricanisme. Il me semble que être souverain, il faut l'adosser à une histoire, un enseignement, une éducation, dans le volet immatériel. Il y a une question très complexe qui se pose dans la plupart de nos systèmes, en tout cas tels qu'ils sont aujourd'hui. Le savoir, l'enseignement, il n'est pas endogène, il n'est pas issu d'un savoir tout à fait africain. On a des États qui sont pas... on a des populations où on a un très fort taux d'analphabétisme. Qui dit citoyen, à mon avis, dit quand même un minimum de conscience de ces droits-là. Dans ce cadre-là, même par rapport... vous écartez la question dont on a parlé, la question des dépendances extérieures systémiques. Est-ce qu'à l'intérieur même des États africains, il n'y a pas un travail très fort de mue, notamment dans l'enseignement, dans les savoirs enseignés, dans la conception et la transmission du savoir, avant même de poser la question qu'on pose de la souveraineté extérieure, de l'aide, etc. Oui, je pense que la question de l'éducation est fondamentale. L'enseignement, l'éducation, l'enseignement supérieur qui apporte la valeur ajoutée, pour moi, ce sont des enjeux de souveraineté aussi importants que la monnaie. Parce que c'est la question de la corruption globale qui se pose. Et l'impérialisme culturel est très vicieux. Il peut vous ramener vos objets anciens pour vous piller vos objets les plus récents. Donc je pense qu'il faut être beaucoup plus prudent et vigilant par rapport, je dirais, aux champs de conflictualité de ce XXIe siècle qui ne sont pas ceux du XXe ou du XIXe siècle. La question de la formation citoyenne me semble également importante. Dès le plus jeune âge, je pense que c'est une réforme globale de l'éducation qu'il faut faire. On a cité tout à l'heure le cas de la Bolivie, donc c'est passé par des structures qui ont été mises en place au plus haut niveau, notamment un ministère de la décolonisation, qui est ce qui manque dans la totalité des pays africains depuis 60 ans, qui mettent en place précisément des politiques qui décolonisent nos administrations, qui décolonisent nos manières de faire et qui aussi, je dirais, décolonisent nos imaginaires. Je pense que c'est un travail qui est fondamental et la question de l'école ici est essentielle. D'autre part, il y a quelques éléments aussi en lien avec cette question de corruption qui font que la question économique elle est fondamentale. Si votre système scolaire lui-même est corrompu, vous aurez beaucoup de mal à rattraper par la suite au niveau de l'université et à adapter finalement la formation de votre jeunesse aux besoins dont vous avez. Mais pour fixer ces besoins, il faut une vision. Donc il faut effectivement, je dirais, une analyse, un diagnostic de la situation et une capacité à se projeter dans la durée, donc à anticiper, à avoir des perspectives et donc à s'inscrire dans ce qu'on appelle une base programmatique qui permet par exemple de faire en sorte que les universités vont être associées aux politiques publiques et générales. Au lieu de faire venir l'aide publique au développement ou des assistants étrangers, eh bien, on dotera chaque département de l'université d'un fonds qui va s'atteler à travailler sur une problématique spécifique de l'État. On fait revenir les cerveaux qui sont à l'étranger. On mène des politiques qui visent finalement, je dirais, à valoriser la connaissance et le savoir, plutôt qu'à rester dans des politiques de médiocrité, des politiques de clientélisme, qui sont encore une fois le résultat de la corruption. Et enfin, c'est de cette manière-là, je pense qu'on arrive à créer une société je dirais, démocratique et progressiste, avec de la motivation, parce que la tâche de la souveraineté pour les États africains, il ne faut pas se faire d'illusions. C'est quelque chose qui nécessitera beaucoup d'énergie, c'est quelque chose qui sera long, qui nécessite de la détermination, donc il faut l'inscrire aussi, je dirais, dans une logique vraiment intergénérationnelle. Et enfin, je terminerai juste en rappelant, parce qu'on a parlé d'économie, que lors du 5e congrès panafricain de Manchester,
les militants panafricanistes comme Kwame Nkrumah ont très clairement défini ce qu'est réellement la démocratie. Ils ont dit la seule vraie démocratie que nous acceptons, c'est la démocratie économique. Et donc, effectivement, la question des ressources, la répartition des richesses, qui sont aussi des richesses matérielles et le savoir, est pour moi un enjeu absolument fondamental. Je vais rebondir sur démocratie, là où vous avez fini, Hamzat. Étienne Smith, est-ce qu'il n'y a pas un malentendu politique qu'on n'arrive pas à résoudre? Je m'explique la question. L'essentiel des processus de démocratisation des pays africains, en tout cas francophones, hein, je précise bien, est issu, donc Sénégal, enfin le Sénégal dans une moindre mesure, est issu d'un processus extérieur, chute du mur de Berlin, conférence nationale, nouvelle exigence démocratique, largement financée par quand même l'argent extérieur des ONG, même s'ils le financent au nom de causes morales, droits de l'homme, éducation à la citoyenneté, de toute façon, en grande partie financé à l'extérieur. Aujourd'hui, il est acquis dans le système politique, y compris l'opposition comme pouvoir, demande un arbitrage extérieur. Il n'y a pas une élection africaine qui se passe sans les fameuses missions d'observation internationale. Le terme communauté internationale est devenu un concept en soi dans la bouche de nos hommes politiques, de gauche, de droite, de centre, conservateurs, tous. On appelle toujours à la communauté internationale, comme si c'était un concept, je sais toujours pas ce que ça signifie. Dans ces conditions-là, est-ce qu'il ne faut pas, à un moment donné, sortir de cette logique et peut-être partir sur des conférences nationales ou je ne sais quoi, sortir du modèle issu en grande partie de la bolle de ces systèmes politiques qui se ressemblent beaucoup, hein, paradoxalement. Les systèmes d'organisation des élections, que ce soit au Sénégal ou au Niger, c'est toujours la même architecture institutionnelle, CDI, le fichier électoral, problème du fichier électoral. Enfin, j'ai l'impression que, la question, en tout cas la question politique, est le prétexte toujours à l'ingérence. Et moi, par exemple, un exemple très simple sur l'élection congolaise qui arrive, c'est très simple. Il y a un candidat qui s'appelle Martin Fayulu. Et l'une des premières choses qui a été mise en avant par ses soutiens, c'est qu'il a le soutien des chefs d'État étrangers de la sous-région, comme si c'était un argument politique. Parce que, in fine, on reproche beaucoup aux États, peut-être à la France, enfin, aux ex-puissances coloniales, d'intervenir, et en même temps, opposition comme pouvoir, paradoxalement, dans une sorte de schizophrénie, on appelle toujours à la communauté internationale. Est-ce qu'il n'y a pas un malentendu? Et si oui, comment vous le comprenez? Vaste question. Je suis désolé. Effectivement, on voit beaucoup de candidats, soit sortants, soit candidats de l'opposition, qui font un peu le tour régional des chefs d'État pour avoir la caution de l'un, l'onction de l'autre, les sous du troisième, etc. Il suffit de se rappeler du rôle de Blaise Compaoré aussi, comme parrain régional de beaucoup d'acteurs politiques en Afrique de l'Ouest. Donc effectivement, il y a ces enjeux-là. Mais par contre, je différerais de ton constat sur la question de la démocratisation ayant été principalement imposée de l'extérieur. Dans le cas du Sénégal, je pense qu'il y a aussi les ressources internes qui ont joué, qui ont été déterminantes dans la trajectoire de démocratisation des années 90. Donc pour le cas du Sénégal, par exemple, toutes les ressources locales sont là pour consolider ces processus de démocratisation. Le problème vient, à mon avis, plutôt d'un mal constitutionnel général qui est l'hyper-présidentialisme, hérité de notre 5e République française. C'est là vraiment qu'il y a le nœud du problème, et pas uniquement des questions d'ingérence. Comment réformer cette pratique du pouvoir hyper personnaliste axée autour de la question du président. Et après, il y a la question du succès électoral ou non des partis qui se revendiquent de la souveraineté, du panafricanisme, etc. Si on prend l'histoire politique du Sénégal, alors certes dans des conditions électorales pas tout à fait libres, mais si on prend le PAI au début des années 60, le RND du professeur Sharon Kader dans les années 80, c'est des partis qui explicitement avaient un agenda politique de souveraineté nationale et populaire, de panafricanisme, etc. Et leurs succès électoraux ont été assez modestes. Donc la question que je me pose, c'est comment on traduit un projet intellectuel et politique de souveraineté en gains et en succès électoraux, comment on médiatise, on popularise ce discours sans qu'il dégénère vers des formes effectivement de populisme extrême, mais qu'elles soient suffisamment comprises par les masses, acceptées, etc. C'est là, on a vu un enjeu d'importance. Comment on sort de ce discours d'élite pour en faire quelque chose de populaire, justement. Comment, M. Sonko?
Oui, bon, je suis heureux de constater de toute façon que moi je connais aucun chef d'État au monde, j'en ai jamais rencontré. Vous voulez être président? Oui. C'est risqué. Ah oui, et pourquoi? C'est un club. Je ne fais pas partie du club, heureusement, d'aucun club d'ailleurs. Et moi je pense que pour revenir un peu, avant de répondre à votre question sur les autres aspects, en fait, je n'ai pas voulu dire que l'aspect culturel ou l'éducation ne sont pas importants, ils sont très importants et je crois que dans mon livre que vous avez lu, j'ai beaucoup insisté sur la nécessité de décomplexer les élites africaines. Parce qu'il y a un complexe. Et quand on parle de servitude volontaire, c'est qu'à notre niveau même, il y a un complexe du dominé que nous peinons à briser. Quand vous abordez des questions comme le franc CFA, comme la vampirisation de nos économies par des intérêts étrangers, en tout cas tout ce qui peut toucher aux relations entre, par exemple, le Sénégal et la France, c'est les élites qui vous regardent avec de gros yeux et qui vous disent attention, vous êtes sur un terrain trop glissant et que vous ne pouvez pas aller loin si vous mettez la France à dos. On parle beaucoup d'ingérence, mais je ne considère pas, parce que ce n'est pas la France ou aucun pays étranger qui va aux urnes, c'est les Sénégalais qui vont aux urnes. Et le processus électoral, il peut y avoir des fraudes, des violations des règles, mais c'est interne. Un État étranger peut avoir un candidat, l'aider financièrement, lui donner des informations, mais l'État étranger ne va pas aux urnes, ça c'est sûr. Et je considère que si on a eu 2 alternances au Sénégal, et si on a eu des alternances ailleurs, où peut-être un candidat a été soutenu par une autre puissance, c'est parce que quelque part, le discours, donc la question que vous posez, le discours qui est tenu a pu passer mieux que le discours tenu par un autre candidat. Donc l'aspect culturel et l'aspect éducatif sont très importants. Nos élites, beaucoup, en tout cas une grande partie de nos élites sont encore extrêmement complexées. Et je l'ai dit lors du lancement de ce livre, comment est-ce qu'un acteur politique français, allemand, belge peut parler des problèmes de son pays quand il est candidat? Et moi je suis candidat au Sénégal, on me dit ça c'est des sens interdits parce que vous risquez de fâcher notre pays, ça pose un problème à ce niveau. Après, nous considérons que évidemment notre génération doit un peu casser et amener une autre façon de faire de la politique. Comment faire passer ce discours? C'est de s'adresser aux citoyens, c'est de parler aux citoyens, mais de joindre un peu la parole à l'acte et que les gens puissent voir qu'il y a une nouvelle façon de faire et surtout la jeunesse. Parce qu'aujourd'hui, si on gagne le pari avec la jeunesse africaine, c'est qu'il n'est pas gagné d'avance. Je crois que le combat peut être remporté. C'est un travail de longue haleine. Nous considérons, en tout cas en ce qui nous concerne spécifiquement, qu'en 4 années d'existence politique, nous avons pu faire un pas assez important dans cette direction et que ces projets ne doivent pas être portés justement par un homme. Parce que la manière dont nos partis politiques même sont structurés, c'est-à-dire construits autour d'un homme, justifie après le prolongement dans l'hyperprésidentialisme qui a été indexé tantôt. Et tant que nous continuerons à construire les projets autour d'un homme, à prendre des gens comme des messies, je crois qu'au Sénégal, on a connu le président Senghor, on a connu Abdoulaye Wade, qui en termes de popularité sur les 4 présidents qu'on a connus, en tout cas, je crois, étaient les plus populaires. Mais on s'est rendu compte du résultat, parce qu'on a voulu miser sur des messies qui avaient tous les pouvoirs. Je parlais tantôt de la souveraineté intérieure. Mais cette souveraineté intérieure appartenant au peuple, qui peut la déléguer, il faut des contrôles. C'est là où la séparation des pouvoirs est importante, mais pas seulement, parce que séparer des pouvoirs sans les équilibrer ne sert absolument à rien. Et aujourd'hui, dans les régimes que nous avons, on a des assemblées nationales de façade, on a un pouvoir judiciaire complètement par terre et on a un seul homme qui concentre tous les pouvoirs et qui peut, au nom de la nation, sans pour autant être assujetti à en tout cas subir un contrôle de la part des autres pouvoirs, qui peut, au nom de la nation, aller nous soumettre à un endettement chronique, aller signer des conventions pour hypothéquer nos ressources naturelles. Et c'est là
où se situe le problème. Ce pari, il faut le gagner, ça commence déjà dans cette façon de faire de la politique, à mon avis. Et maintenant, après, le système, il est ce qu'il est. Souvent, j'aime bien utiliser, renvoyer à cette notion de système pour montrer que nous ne faisons souvent pas à un homme, mais à des systèmes avec des ramifications internationales, c'est vrai, mais également à l'intérieur, un certain nombre de pôles d'intérêt qui peuvent être des milieux d'affaires, des politiques, des technocrates, des religieux même. Et c'est l'ensemble qui forme ce système qui pose problème, qu'on retrouve sous des formes légèrement différentes un peu partout en Afrique. Vous me permettrez de terminer pour dire qu'il faut aussi qu'on fasse la part des choses. Les notions ont un contenu et un sens. Le panafricanisme, les pôles sous-régionaux, la souveraineté, chacune de ces notions a un contenu particulier. Et il est bon qu'on puisse voir, même dans le processus qui nous est cher à tous, d'aller vers une force africaine, une unité africaine, ou une union africaine, ou un grand ensemble africain, il faut qu'on y aille avec beaucoup de lucidité. C'est-à-dire que ça ne doit pas être simplement passionnel, il faut qu'on examine la situation de manière objective et qu'on regarde les obstacles qui se dressent à nous. Parce que je considère que les devanciers, malgré leur volonté, c'est ce travail-là qu'ils n'avaient pas fait pour ne pas considérer qu'il ne suffit pas que les chefs d'État se réunissent pour décréter une Union africaine pour que cela se fasse. Derrière, il y a tout un ensemble, et si le temps le permet, nous pouvons y revenir. Mais autrement, ça veut dire quoi? Parce que là, vous êtes sur la forme négative. Donc, il ne suffit pas d'avoir une unité sur le papier. De toute façon, ça existe. Il y a des ensembles avec un passeport commun. Quelle est l'alternative, justement? Non, ce que j'ai voulu dire simplement, c'est qu'aujourd'hui, nous avons des États. Des États, malheureusement, qui n'ont pas fait le travail, le processus interne qu'il fallait faire déjà pour aboutir à un minimum de résultats. Vous avez des États avec des niveaux démocratiques, des niveaux économiques, des niveaux institutionnels extrêmement variés. Et vous avez parmi ces États-là des États qui sont complètement entre les mains d'un seul homme qui considère que faire un pas important dans la direction d'une Union africaine, c'est perdre lui-même son pouvoir ou une grande partie de son pouvoir. Et c'est autant d'obstacles qui vont se dresser devant nous qui nous amènent à considérer qu'il faut aujourd'hui beaucoup plus travailler dans les dynamiques et les processus internes. Et qu'ensuite nous puissions travailler vers un cheminement qui va nous amener vers une Union africaine, une unité ou un grand ensemble. Mais si on ne le fait pas, on aura des cirques, des soi-disant sommets de chefs d'État, on va se retrouver à Addis Abeba, chacun fait son discours, personne ne croit à ce qu'il dit, et après chacun repart tranquillement chez lui. D'année en année, c'est le même processus et ça ne sert absolument à rien. Je vois Hamzat, sur la question du panafricanisme, est-ce prématuré, enfin, est-ce que c'est pas utopique? Non, mais je pense que M. Sonko a tout à fait raison. C'est-à-dire qu'on a bien vu les chefs d'État qui s'accrochent à leur pouvoir et ne veulent pas donner le moindre pouvoir à la Commission de l'Union africaine parce qu'ils veulent garder le contrôle de leurs choses. C'est-à-dire qu'ils ont une conception très personnalisée du pouvoir. Et le principe d'une Union africaine qui fonctionnerait serait celle d'une autorité qui serait au-dessus justement des chefs d'État. Donc vous comprenez bien que pour beaucoup de chefs d'État, c'est très problématique parce que ça ferait rentrer notamment des mécanismes de destitution lorsque certains chefs d'État outrepassent leurs fonctions. Ça mettrait en place notamment une sorte de cour alternative à la haie où les chefs d'État seraient jugés par des Africains. Donc ça ouvrirait, je dirais, la porte à beaucoup de choses. Et je pense qu'il faut bien aussi faire ce parallèle avec l'Union européenne où ici, on se plaint d'avoir une Europe trop forte, Bruxelles qui impose des choses à l'État français, et le continent africain, où en fait l'Union africaine, c'est quelque chose qui est dans la main des chefs d'État. Ils considèrent que la Commission est juste là, finalement, pour servir leurs intérêts. Donc on voit bien qu'il y a des conceptions différentes, et tant que, précisément, il n'y aura pas des dirigeants, des chefs d'État ou des candidats aux élections présidentielles qui introduiront le panafricanisme ici au Sénégal, ici au Nigeria, ici au RDC, il n'y a aucune chance que l'Union africaine fonctionne. Donc ce qu'il faudrait recommencer, c'est mettre en place plutôt des critères de convergence
à partir d'un certain nombre d'éléments déterminés. Ça a été rappelé par M. Sonko, la situation des États africains est très variée. Certains sont très avancés, et par exemple ont refusé la taxe de 0,2% comme l'Afrique australe, qui a une autre situation vis-à-vis de l'OMC. D'autres sont totalement inféodés, comme tous les États d'Afrique de l'Ouest francophones, qui, sans le Nigeria, seraient tous dans les AP aujourd'hui. Donc on voit bien qu'il y a, je dirais, un état des lieux, un équilibre à mener, qu'il y a des forces progressistes qui arrivent dans quelques endroits, comme l'Éthiopie, et puis il y en a d'autres, beaucoup plus réactionnaires et conservatrices, qui se maintiennent ici ou là. Donc il y a, je dirais, un paysage global dans lequel le Sénégal doit analyser sa position. Parce que le Sénégal doit être un élément de rupture. C'est certes une démocratie, pour moi c'est une démocratie parce qu'il n'y a pas eu de coup d'État depuis l'indépendance, mais en soi, je pense que d'un point de vue constitutionnel, du point de vue du droit, du point de vue justement de cette hyper-présidentialisation, on peut parfois se poser des questions. Donc c'est tous ces éléments-là, je pense, qui doivent être débattus, puis il y en a beaucoup d'autres, bien évidemment. Alors moi je voudrais réagir sur cette notion d'éducation, sur l'importance de l'éducation en démocratie, parce que la démocratie c'est le gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple. Et je dirais que l'éducation est une exigence démocratique, parce que donner à un peuple le pouvoir stipule que le peuple a toutes les informations et toutes les connaissances qui lui permettront de faire un choix éclairé lors des élections. Et donc si on a un peuple qui a un niveau d'éducation qui est très très bas, ou à qui on n'a pas donné toutes les billes pour pouvoir faire des décisions éclairées, on n'est pas dans une vraie démocratie, on est dans une sorte d'ersatz de démocratie. Et l'un des leviers pour pouvoir atteindre ce niveau de démocratie idéal et théorique, ce serait de travailler sur l'éducation. Je voudrais aussi parler une des conséquences quand même de ce déficit d'éducation, et comme M. Sonko l'a dit et comme Ousmane Ndiaye l'a dit aussi, c'est la personnalisation des partis politiques. Le fait que les partis politiques sont personnifiés, donc qui sont concentrés dans les mains d'un seul homme ou d'un groupe d'individus. Et aussi, je voudrais aussi parler d'une sorte de privatisation des républiques, en fait, de la République ou des républiques. Et tout cela, ce sont des conséquences que le peuple a certes donné le pouvoir à un homme ou à un parti, mais n'a pas pu avoir toutes les informations et toutes les billes pour pouvoir faire ce choix éclairé-là. Voilà. Donc je voudrais que les élections se passent d'un point de vue idéologique et de conscientiser les citoyens, et non pas à travers des meetings où on distribue des billets ou des sacs de riz pour pouvoir obtenir des voix. Alors, M. Sonko, deux questions qui me tiennent à cœur, qui méritent, je pense, éclairage. Dans votre livre, vous prenez le soin de donner votre vision du patriotisme. Vous prenez beaucoup de soin à séparer la question du patriotisme et la question du nationalisme. Ce que je n'ai pas tout à fait compris, parce que, in fine, comme disait Hamza, pour construire une souveraineté, il faut être adossé à, je précise, État-nation, pas seulement des États qui sont des nations. Est-ce que la notion de patriotisme, est-ce que, je vais dire peut-être la question vous paraît désagréable, est-ce que finalement, parce que ce n'est pas une logique de mobilisation des masses, en étant sur la question du patriotisme, est-ce que ça ne nous empêche pas en même temps de poser la question quand même qui se pose aux jeunes États africains, cette difficulté à construire des États-nations. Autant administrativement on a les structures, etc., autant je ne suis pas sûr que, même si nous avons, entre Sénégalais par exemple, un sentiment d'appartenance, je ne suis pas sûr que la notion de citoyen, donc appartenir à une nation, soit ancrée. La plupart des gens appartiennent d'abord à un espace communautaire, on puisse dire, avant d'avoir recours à la nation, ils ont recours à pas mal de systèmes qui sont hors république, hors État, hors nation, notamment dans la gestion des conflits. Qu'est-ce que vous voulez dire dans cette définition du patriotisme que vous expliquez clairement, c'est un outil essentiel. Est-ce que vous pouvez nous éclairer? Parce que je n'ai pas compris. Oui, c'est deux questions en une. Oui. Je crois que la question de l'appartenance, ou du sentiment d'appartenance, de l'identification à une nation, ça renvoie à
à celle que j'ai développée un peu plus bas dans le livre de nos identités. Je crois que ce qui se passe au Sénégal se passe un peu partout en Afrique, c'est qu'il n'y a jamais eu de débat sur nos identités, notre identité nationale. Surtout en Afrique francophone où on s'est levé un bon jour, on nous a donné l'indépendance. Quelquefois, ceux qui se sont battus pour arracher l'indépendance n'ont pas le même rapport à l'identité nationale que ceux à qui l'indépendance a été livrée. C'est un constat global. Et en nous donnant l'indépendance, on nous a donné l'indépendance avec un certain nombre de choses que nous avons totalement héritées, une législation, une manière d'organiser nos États, nos administrations, etc. Ce qui fait que, comme je le dis dans le livre, notre identité républicaine n'est pas en conformité avec nos identités sociales ou sociétales. Ça, c'est la réalité. Là, et ça, on peut l'illustrer sur des aspects très simples. Je ne pense pas que le Sénégalais ou le Béninois ou n'importe quelle autre nationalité de l'Afrique de l'Ouest ait le même rapport à son hymne national ou à son drapeau que l'Américain ou le Français, parce qu'on n'a jamais posé ces débats. Et donc ça, c'est un travail, l'éducation justement et la culture. Il faut qu'on fasse ce travail à la base. Par contre, le patriotisme dont vous parlez se distingue totalement du nationalisme. Le nationalisme est une doctrine exclusiviste, à mon avis. Le patriotisme ne signifie pas exclure l'autre. Il y a un proverbe wolof qui dit défendre ses intérêts ne signifie pas haïr l'autre, détester l'autre. Tous les États du monde fonctionnent sur cette base-là. C'est-à-dire qu'il ne faut pas qu'on nous... quelqu'un, je crois, j'ai une fois lu un article de quelqu'un, je crois que ça devait être assez, ou une contribution qui démontrait comment la notion de patriotisme a été au cœur et au centre de toute la problématique du développement des États occidentaux jusqu'à présent. Et comme d'habitude, quand ils ont fini d'utiliser une notion et qu'ils se rendent compte qu'ils n'ont plus rien à gagner dans cette notion, parce que si d'autres s'approprient de cette notion, ce n'est plus à leur intérêt, ils vous disent que cette notion, elle est totalement dépassée, il faut qu'on soit dans un autre monde, c'est une histoire de patriotisme. Mais ce qui se passe actuellement, toutes les guerres économiques que vous retrouverez, les conflits au sein de l'OMC, entre l'Union européenne, l'Amérique, etc., fondamentalement, ça tourne autour de la notion de patriotisme économique. Et le patriotisme, ce n'est pas seulement dans cet aspect-là, mais même intérieurement. Parce que le patriotisme, c'est s'aimer soi-même, aimer son pays, aimer son État. Et donc, même intérieurement, le rapport que nous avons souvent dans nos pays à la discipline, le rapport que nous avons au bien public, le rapport que nous avons au travail, nous renvoie à cette notion de patriotisme. Et donc, je considère qu'on ne peut pas bâtir un pays, on ne peut pas développer un pays sans éveiller ce sens patriotique. Depuis les enfants, pourquoi on faisait l'instruction civique? Depuis le bas âge avec l'éducation jusqu'au vieillard de 150 ans. Et ça, nous le défendons sans complexe, parce que nous considérons que ce qui nous manque fondamentalement, ce qui fait que nos dirigeants compromettent les intérêts nationaux aussi facilement et livrent un peu nos États, c'est parce qu'ils manquent de patriotisme. Des patriotes. Alors, dans nos États, y compris le Sénégal, l'État est souvent vu, en tout cas par le citoyen moyen, le citoyen pauvre, comme un État prédateur. Comment demander à un citoyen, quand l'État est son principal prédateur, d'aimer l'État, donc de développer un patriotisme? Mais vous avez tout à fait raison. Et c'est, vous savez, le travail qu'il faut faire... Pour ceux qui sont non sénégalais, enfin, comment expliquer? Pour donner un exemple, pour le Sénégalais, l'État, c'est vraiment celui qui intervient, c'est souvent lié à la figure de l'ordre, de l'autorité, enfin, de l'impôt, en tout cas d'une forme de spoliation sans avoir les droits nécessaires. Vous-même, vous dites dans votre livre que, et j'ai noté ces passages, m'ont beaucoup frappé, sur la fiscalité, tous les gens qui disent non mais je ne paye pas les impôts parce que, en tout cas, le service public à minima n'est pas assuré. Et vous dites qu'ils ont raison dans votre livre. Oui, vous savez, excusez-moi de dire comme ça, mais comme on dit, le poisson pourrit par la tête. Et si au niveau de ceux qui devaient être les exemples, qui devaient donner le bon exemple, si c'est à ce niveau-là que le bas blesse, c'est-à-dire
la prévarication, le pillage des ressources de l'État par les élites qui s'empressent d'aller ouvrir des comptes offshore. Leurs enfants sont en Europe ou en Amérique en train de se taper des études, alors que vous allez au Sénégal, il n'y a plus d'école publique, il n'y a plus d'hôpitaux publics, et ainsi de suite. Comment voulez-vous, dans ce contexte, que le citoyen lambda, lui, consente à faire les sacrifices, alors qu'il se rend compte que le pouvoir rime avec jouissance, avec enrichissement, avec détournement des deniers publics, avec clanisme? C'est ça le vrai débat, en réalité. Il faut, pour qu'on aille vers ces objectifs-là, il faut deux choses. Il faut que ceux qui dirigent eux-mêmes donnent l'exemple, soit l'exemple, qu'on montre aux Africains qu'on ne peut pas être millionnaire ou milliardaire avec des responsabilités politiques. Ce n'est pas possible. Qu'on toutes les sources, toutes les pistes et les sources de corruption et d'enrichissement illicite ou sans cause, il faut les couper. À partir de ce moment, vous pouvez demander, requérir des efforts de la part des trucs et maintenant imposer la discipline, appliquer la loi quand il le faudra. Mais si ce n'est pas le cas, évidemment, on ne peut pas avoir de résultats. Et quand on voit ce qui se passe avec les Panama Papers et autres, où c'est que des élites africaines, je crois que logiquement, et je termine par ça, vous savez, la fiscalité, c'est le premier lien de citoyenneté. Le premier lien de citoyenneté, c'est la fiscalité. Et plus l'argent public est bien dépensé pour offrir pour un bon niveau d'offre de biens et services publics, plus le citoyen consent à payer ses impôts. Et c'est pourquoi dans les pays, notamment les pays scandinaves qui ont le plus haut niveau de consentement à l'impôt, vous y verrez une santé publique gratuite, un transport public gratuit, et ainsi de suite. Parce que le citoyen sait que ce que je donne, voilà où ça va. Mais là-bas, on vous dit, écoutez, depuis 30 ans, je paye mes impôts. Même la place publique qui est devant moi, il n'y a jamais eu d'aménagement. Les ordures ne sont pas ramassées. Et je vois que les politiciens, eux, s'enrichissent. Et donc, ce lien-là, il est important. Et ça nous renvoie à la citoyenneté et au patriotisme également. Je vois que vous avez noté beaucoup de choses, vous voulez réagir. Je vous laisse la parole avant de donner la parole à la salle pour des questions-réponses. Très brièvement, parce qu'il faut donner la parole à la salle. On est entièrement d'accord sur la question de la fiscalité, mais on est face à un leg historique de longue durée. On se remonte à l'état colonial qui avait la facette taxation sans la facette représentation. Et comment on sort d'une longue durée comme ça d'extraversion des élites et des ressources, c'est pas une mince affaire. Effectivement, je suis admiratif du courage qu'il faut pour remettre à l'endroit ces situations historiques profondément ancrées. Par contre, sur la question, j'inciterai peut-être une question qu'on n'a pas abordée, la question de la souveraineté linguistique, si on veut. Parce que ce qui me frappe quand on regarde le Rwanda ou l'Éthiopie, c'est aussi des pays qui ont leur langue nationale, parmi d'autres langues. Il y a aussi d'autres langues, bien sûr. Pour le cas du Rwanda, l'anglais et le français. Mais c'est des pays où la langue nationale est pratiquée couramment, objet du débat public. C'est une langue écrite aussi, donc il y a beaucoup de choses qui s'écrivent dans ces langues. Et pour ce qui est le cas de l'Afrique de l'Ouest francophone, là, on a un peu moins d'investissement de l'État dans la question linguistique, et c'est peut-être dommage, parce qu'on passe toujours par la médiation des langues internationales. On a des dictionnaires français-wolof ou français-bambara, mais on n'a pas un dictionnaire wolof-bambara. On a un dictionnaire Serer-Swahili, on n'a pas cette interconnaissance culturelle africaine, et malheureusement pas toujours soutenue au niveau politique. C'est peut-être là que aussi il faut faire porter le travail. Juste une réaction de Fatouma Tangom sur la question du patriotisme, que vous avez la parole. Alors, je vais être très rapide sur cette question de patriotisme. Donc, le patriotisme, c'est, comme l'a dit M. Sonko, c'est l'amour de sa patrie. C'est de partager un certain nombre de valeurs qui dicteraient nos actes en tant que patriotes et en tant que citoyens. Mais comment on peut être patriote? Donc, le patriotisme se fait sentir qu'en cas de stress ou en cas de crise, en fait, au niveau national ou au niveau continental. Comment on peut être patriote quand nos sociétés sont fortement ethnicisées? En fait, quand il y a une forte identité biologique, donc l'individu se définit en fonction de son identité biologique et après vient sa citoyenneté et son appartenance à la nation. Donc il faudrait peut-être adresser cette question du patriotisme sur comment on peut, pas effacer nos ethnies et nos castes, même si je suis assez contre le phénomène de caste quand même,
parce que ça hiérarchise un peu quand même socialement les individus. Mais comment est-ce qu'on peut adresser cette question de patriotisme en tenant en compte ce barrage en fait identitaire sur le plan biologique de ces ethnies? Parce qu'en cas de problème, tout le monde se réfugie derrière ce qu'il se considère être en tant qu'homme. Et donc, si chacun se considère et se réfugie derrière son ethnie, je suis bantou, je suis sérère, je suis tout couleur, on ne pourra jamais faire bloc en cas de crise ou en cas de stress, en fait. Voilà. Alors, je laisse la parole, je ne sais pas s'il y a un micro qui circule. Alors, la première main levée, monsieur à l'extrême gauche qui se met debout. Par contre, alors vous dites à qui vous adressez la question, et c'est une question. Alors, bonsoir, merci à tous nos intervenants, donc Amadoulo, consultant. En fait, ma question s'adresse un peu à tous les intervenants, c'est-à-dire qu'on a effleuré la question tout à l'heure, celle des moyens d'y parvenir, c'est-à-dire la souveraineté. On a abordé la question sous l'angle des institutions et de l'État depuis le début de la conférence, mais ne pensez-vous pas que justement ce qui peut amener nos États à être vraiment souverains, ça doit venir de la masse, parce que le Make America Great Again de Trump, même si c'est populiste, ça marche. Ce qui se passe, c'est que, pour quelqu'un qui a beaucoup suivi les travaux de Cheikh Anta Diop et tout cela, j'ai l'impression que le legs des anciens panafricanistes, en fait, il est quelque peu, il est un peu perdu, parce que je n'ai pas la sensation que la masse s'approprie la notion de la souveraineté à ras-le-corps. Et donc, ma question c'est ça, est-ce que vous ne pensez pas qu'il faudrait sortir, les panafricanistes en général, africains, devraient sortir des salons entre guillemets, et si M. Sonko arrive au pouvoir, par exemple, tant mieux, c'est ce qu'on, personnellement c'est ce que je souhaite, mais de manière générale, est-ce que de manière générale, vous ne pensez pas que les peuples, en fait, devraient être approchés par des méthodes un peu plus associatives, de sensibilisation? Je sais que ça demande des moyens, tout ça, mais voilà, ma question c'est un peu, est-ce que vous ne pensez pas qu'on se trompe d'approche, parce que ça fait 50 ans, 60 ans que ça dure, et ça reste dans les... Voilà. Il y a plusieurs questions, je vais essayer de noter. Par contre, je vois la parole à une femme, parce qu'il y a 99% de mecs à la tribune. Je vois un bras là qui se lève tout à l'heure. Là, ouais. Mais c'est pas une femme, ça. Merci beaucoup. Merci. Il n'y avait pas de main qui se lève. Merci beaucoup de ce débat, ma foi, très, très enrichissant donc, sur les questions de la souveraineté par rapport à l'Afrique. Donc, Momar Faye, je travaille dans le domaine de la santé. Et moi, je voudrais quand même mettre le curseur sur les problématiques de pauvreté en Afrique. Et ça, pour le faire, je vais m'appuyer sur le Sénégal, c'est-à-dire un pays où 56,5% de la population est pauvre et que cette pauvreté, en fait, touche différemment les territoires français. Donc, plus vous partez sur le milieu rural, plus ce taux de pauvreté a tendance à être beaucoup plus important. Et plus vous descendez vers la capitale, le taux de pauvreté se réduit de manière substantielle. Et la question que je me pose aujourd'hui, quand on parle de souveraineté, tout à l'heure, M. Sonko a fait le lien avec cette dépendance vis-à-vis de l'aide extérieure. Est-ce qu'aujourd'hui, être souverain, est-ce que ce ne serait pas plutôt être capable en tant qu'État de construire un vrai modèle social qui lutte contre les inégalités à l'échelle de son pays? Et c'est à partir de ce moment-là que les États pourraient retrouver en fait leur indépendance et ne plus dépendre de cette aide extérieure. D'accord. Le mot de vous, Michel. Merci beaucoup. Je suis Pape Sissoko. J'ai failli m'en aller, monsieur Ndiaye, je crois, Ousmane Ndiaye, quand je vous ai entendu définir la souveraineté. Je suis philosophe. J'ai eu peur. Et après, monsieur Sonko, monsieur Smith et les autres ont rattrapé le coup. Parce que la souveraineté, il faut l'entendre en tant que concept. Vous avez utilisé le mot populiste, etc. J'ai eu peur, je voulais m'en aller. Et je me suis dit, oh là là, où est-ce qu'on va? Mais c'est pas grave. Vous vous êtes rattrapé, tout le monde s'est rattrapé. La notion de souveraineté est un concept extrêmement fort en philosophie.
et dans la science politique. Et on est ici à Sciences Po, et ça me semble extrêmement important, et M. Sonko Ousmane l'a défini. C'est très intéressant. La deuxième chose que je voudrais tout simplement dire, c'est que comment penser la souveraineté des peuples africains si l'éducation n'est pas bonne, et madame et monsieur le panafricaniste en ont parlé, parce que tout simplement, je travaille beaucoup sur la notion de citoyen africain. Il n'y en a pas. Nous sommes quelques rares, tout simplement, prétentieux, à comprendre le fonctionnement, mais ce n'est pas suffisant. Le travail qu'on doit faire, et madame l'a si bien dit, il faut éduquer la masse, et le monsieur l'a dit aussi. Si nous ne préparons pas la masse à comprendre les mécanismes de fonctionnement de la politique, nous ne pouvons pas réussir. Et vous avez bien dit, monsieur qui a parlé du panafricanisme, je vais vous donner tout de suite une figure aux Antilles. Qu'est-ce qui se passe aux Antilles? C'est un parallélisme qu'on fait. Les Antillais viennent dans la métropole et les autres vont occuper le terrain des Antilles. C'est quand vous avez parlé effectivement du patrimoine culturel, on veut nous vendre la nouveauté et prendre les anciens, etc. Vous savez, il y a des rapports de coopération qui sont vicelards. Et comment lutter contre ce vice? C'est à travers tout simplement l'éducation, la critique, la compréhension effectivement du fait social. Sinon, on est berné, etc. Et c'est ça notre problème en Afrique. La question que je me pose, comment penser l'État africain et sa souveraineté si le citoyen africain n'existe pas, parce qu'il est incapable d'être libre, il est souvent aliéné, comme le dit Fanon, etc. Il est dépendant. Donc il faut effectivement cette notion de patriotisme qui fait l'individu, qui fait aimer. Hier, avant-hier, il y avait une vache qui était morte au Sénégal, mais on l'a laissée comme ça pendant 24 heures. Je ne sais pas si vous avez vu, au Sénégal. Au Sénégal. Je prends deux autres questions, ça fait 5. Excusez ma passion. Par contre, je n'ai pas défini la souveraineté. On verra ça, monsieur Bouzemont, les Parisiens. J'ai rendu compte de certaines définitions. Moi, je ne définis rien. Je pose des questions. Parfait. Alors, un jeune. Définir, c'est enfermé. Bonjour, moi c'est Jen. Oui. Comment vous dites? Moi c'est Jen Boy, je suis un élève de 5e. Oh, parfait. D'accord. Et c'est une question pour M. Sonko. J'aimerais savoir comment augmenter le niveau de vie des talibés qui traînent dans la rue. Je prends une dernière question et on refait une autre tour, parce qu'au bout de 5, c'est compliqué de répondre. Merci. Merci, s'il vous plaît. Il y a quelqu'un qui a le micro. C'est ici. Ici. À votre droite, ici. Ok, allez-y. Ok, je vous remercie pour ce débat. C'est vraiment très intéressant de voir tous les Africains ici. Ça nous fera moins plaisir si cela se passe en Afrique comme ça. Voilà, j'ai une question pour M. Hamza, pour M. Ousmane Sonko et pour Madame. Je suis Jean-Paul Adjakon, étudiant chercheur à Paris 5, politique publique du développement. Je vais commencer par M. Hamza. M. Hamza, quelle analyse faites-vous de l'opinion publique? Vous avez droit à une question. Ah oui, c'est la règle. D'accord, bon, ok. Quelle analyse faites-vous de l'opinion publique africaine aujourd'hui? Et permettez-moi une seconde question. Disons, faisons une exception. Voilà, Monsieur Sonko. Monsieur Sonko. Excusez-moi. Monsieur Sonko, quelle est votre analyse des CDD, des APE? Parce que si vous êtes appelé à devenir président du Sénégal, je pense que c'est vraiment très capital qu'on penche sur cette question des contrats de désendettement et de développement et des accords de partenariat économique UE-ACP. Parce qu'il y va de la souveraineté des pays africains. D'accord. Alors je vais laisser, les conférenciers. Il y a eu beaucoup de questions adressées à M. Sonko. Je commencerai par vous. Oui, merci. Je crois que je vais y aller très rapidement. Comment parvenir à la souveraineté? Est-ce que ça ne doit pas venir de la masse? Je crois que c'est revenu à 2 reprises. Je vais répondre de la même manière. Vous savez, c'est la question de la question qu'on pose souvent de l'œuf et au bout de la poule. Qui est-ce qui a précédé? Devons-nous attendre que les masses soient complètement sensibilisées, éduquées à ces questions avant d'aller vers l'Union africaine? Ou bien est-ce qu'il y a un autre processus qui peut venir
des élites. Je crois que les deux sont possibles ou même peuvent aller en même temps. Je crois qu'il ne faut pas qu'on se focalise sur une méthode particulière. Les élites peuvent porter cette affaire, mais encore faut-il qu'on ait la chance, ce qui est pour le moment hypothétique, il me semble, de voir émerger dans beaucoup de pays africains en même temps, en tout cas dans une même époque, un certain nombre de leaders politiques à la fois charismatiques, progressistes, panafricanistes, qui comprennent les enjeux. Et cela me paraît, aujourd'hui on est à 50 combien États, c'est très difficile d'en citer 5 ou 10. C'est ça la réalité. Mais les élites, ce n'est pas seulement les élites politiques également. C'est également les élites intellectuelles qui sont concernées. Et de l'autre côté, il y a le travail de masse qu'il faut faire. Et là, les élites intellectuelles ont un grand rôle à jouer. Mais moi, je suis de ceux qui pensent que il est important de gagner des paris nationaux. Parce que un seul pari national gagné va forcément faire tache d'huile. Si aujourd'hui on réussit un modèle au Sénégal, tout en restant dans le cadre de l'UEMOA, tout en restant dans le cadre de la CEDEAO, tout en restant dans le cadre de l'Union africaine, mais qu'aujourd'hui un régime arrive au Sénégal, parce que les questions de souveraineté dont on parle et de développement, souvent je refuse qu'on établisse le lien forcément entre la balkanisation et le sous-développement de l'Afrique. Ici en Europe, il y a des pays, il y a eu la balkanisation en Europe avant d'arriver en Afrique. Il y a des micro-États en Europe et qui ont pu travailler et se développer avant même d'aller vers l'Union africaine. Notre problème, ce n'est pas forcément cela. Notre problème, c'est la malgouvernance endémique de nos États. Et si aujourd'hui, dans un pays, un régime arrive et dit « Écoutez, je constate que tous nos contrats miniers pétroliers ont été mal négociés et que le peuple doit pouvoir gagner 80% de ses ressources. Combat et règle la question de la corruption. Travaille à une correcte mobilisation de ressources fiscales. Et réoriente tout cela dans la construction d'un véritable développement endogène. Je pense que si ça se fait au Sénégal, ça ne peut pas ne pas impacter sur le Mali parce que les Maliens ne l'accepteront plus. Ça ne peut pas ne pas impacter sur le Burkina Faso parce qu'ils ne l'accepteront plus. Et ce travail-là, il est important. Souhaitons que ça puisse se faire rapidement et dans beaucoup de pays africains. Et vous verrez que la jonction se fera naturellement à un moment donné. Mais si on est là à dire, est-ce que ça ne doit d'abord pas venir des masses? Vous savez, les masses, Madame Gom l'a dit tantôt, en disant qu'on souhaite qu'en Afrique, le débat politique se fasse sur les bases programmatiques et non pas sur la corruption électorale. Mais vous avez des masses qui n'ont pas le niveau minimal quelquefois pour comprendre un programme. Et même les élites sont souvent paresseuses à lire un programme. C'est ça la réalité. On ne vote pas sur la base des programmes. Et c'est tout un combat pour que ce pari soit gagné également. Maintenant, le dernier, je crois, c'est M. Faye qui a parlé de la pauvreté et il demande si la souveraineté, ce n'est pas de construire un vrai modèle social pour lever les masses. Vous savez, un modèle social, on le construit. On ne le construit pas théoriquement. Un modèle social, il faut le financer. Le livre que j'ai présenté, j'ai dit, le chapitre 4 ou 5, je crois, c'est le chapitre le plus important sur comment financer. En Afrique, vous n'entendez jamais les élites politiques vous parler de financement de l'économie. On vient vous présenter des professions de foi pour vous dire je ferai ceci dans l'agriculture, je créerai 500 000 emplois, etc. Mais comment vous allez le faire? Si vous ne gagnez pas ce combat, vous ne pourrez pas, vous pouvez vous faire le meilleur modèle social, vous pouvez venir copier le modèle social français. Vous n'avez pas besoin d'aller chercher loin. Mais vous l'appliquez avec quoi? Dans un État ultra pauvre. Il faut gagner d'abord le combat de la souveraineté économique. Il faut que les ressources de l'Afrique, les ressources du Sénégal pour ce qui nous concerne, puissent de manière endogène être d'abord, on ne dit pas que les autres, non, nous sommes dans un monde ouvert. Mais vous ne pouvez pas avoir 84% de votre économie captée. Et donc, si vous faites 10% de taux de croissance, les 8,4% sortent de votre pays et vous voulez combattre la pauvreté, avec quoi vous allez le faire? Donc, réglons d'abord ces problèmes.
ensuite nous pourrons vraiment décliner des politiques sociales. Je crois que c'est... Voilà, pour les APE, enfin, nous avons été très clairs, nous ne pouvons pas être dans valider ces accords. Nous ne pouvons pas les valider parce que nous ne pouvons pas être l'une des dernières zones économiques du monde, sinon la dernière, et être dans un marché de libre-échange avec la première zone économique du monde, qui a, elle, construit toutes ces filières agricoles, industrie, etc. Vous allez en Afrique, il n'y a pas d'agriculture, il n'y a pas d'industrie. Vous croyez que l'agriculteur sénégalais peut compétir avec l'agriculteur allemand ou l'industriel sénégalais avec l'industriel français? Ça veut dire que nous ne serons plus des économies, nous serons des marchés de consommation. Et nos vis-à-vis l'ont si bien compris que même le secteur de la distribution, si vous voyez les grandes surfaces qui commencent à descendre en Afrique, ils sont en train d'anticiper sur ça. Ils vont être dans le secteur primaire, produire dans leur agriculture, transformer par leur industrie et venir vendre chez nous parce qu'ils ne veulent même plus que nos commerçants, là, les modou, viennent acheter pour vendre. Même ça, ils vont le prendre. Et nous serons des marchés à ciel ouvert qui ne seront que consommés. Maintenant, nous ne sommes pas d'accord, mais il faut constituer les responsabilités également. Nous avons une zone qui s'appelle la CEDEAO, qui a été créée depuis 1973, bien avant ma naissance, et qui perçoit 1% sur tout ce qui entre aux frontières de la zone CEDEAO en termes de droits de douane. Des fonctionnaires qui dorment là-bas au Nigeria, qui n'ont jamais élaboré une seule politique publique. C'est ça la réalité. La question de notre jeunesse sur les talibés. Voilà, c'est important. C'est extrêmement important et je suis heureux que ce soit un jeune, un enfant qui vit ici, peut-être qui ne connaît pas directement, ne le vit pas directement, qui pose ces questions. Évidemment, un peuple, la vitrine d'un peuple, c'est la manière dont ce peuple-là traite ceux qui sont en marche. On doit avoir le moins de personnes en marche possible. La mendicité au Sénégal a atteint un niveau endémique de sorte que même dans le voisinage, les gens, quand ils finissent la saison, l'hivernage, ils disent allons au Sénégal parce que là-bas, si vous tendez la main, vous pouvez avoir quelque chose. Et le phénomène de la mendicité n'est pas acceptable au XXIe siècle. Et il faut une politique hardie parce que c'est des responsabilités qu'il faut situer. D'abord, les parents. Avant de parler des maîtres toilettes et de je ne sais qui, comment un parent peut aller livrer son enfant et rester des années sans savoir dans quelles conditions même cet enfant vit dans ce local-là. Ensuite, ceux qui, sans réunir les conditions, prennent la responsabilité d'ouvrir de manière anarchique des réceptifs pour recevoir des enfants et les livrer à la rue. Et enfin, l'État qui, jusqu'à présent, refuse d'assumer sa responsabilité. Il y a 2 ans, il y a eu un décret, je crois, tout un tentement qui a été fait sur le phénomène de la mendicité des enfants de la rue. Aujourd'hui, ça a atteint ces niveaux les plus élevés depuis qu'on connaît Dakar. Et je crois que c'est des problématiques complexes et c'est totalement invivable de voir ces enfants, surtout durant la période de l'hiver, les voir dans les rues de Dakar, presque pas habillés. Si vous renvoyez ça à vos propres enfants, c'est très douloureux de voir ces images-là et je ne crois pas que ce soit une bonne publicité pour le Sénégal. Je crois que c'est des mesures hardies qu'il faut prendre. Il y a une dimension sociologique, il y a une dimension économique, il y a une dimension sociale. Il faut intégrer tous ces paramètres-là et prendre des mesures pour en finir, malgré malheureusement un certain nombre de réactions ou d'incompréhension qu'il peut y avoir de la part des gens qui évoluent dans ces secteurs. Une seule question sur ce sujet. Il faut qu'il réponde. Non, mais il faut qu'il réponde aussi. Fatoumata. Alors moi, je voulais rebondir sur... Désolé, je vous donne la parole après, mais il y a d'autres. Comme c'était le même sujet, c'est pour ça. Je vous redonne la parole. Pas de problème. Alors moi, je voudrais rebondir sur les 2 questions qui ont été posées sur la place de l'homme dans toutes ces questions de souveraineté. Parce que c'est vrai que la souveraineté, quand on l'analyse et quand on la dissèque, on la décline
forme de souveraineté politique, économique, culturelle, sociale, militaire. Mais on oublie un peu l'homme, en fait, l'individu en tant qu'élément de la société, qui doit être au fait des enjeux du monde. Donc je pense qu'il serait temps maintenant que l'homme africain renaisse. Et je vais faire une sorte d'analogie, je vais faire un petit détour en Occident dans le siècle dernier. Il y a Nietzsche qui disait que l'Occident a tué Dieu, en fait. Donc Dieu est mort et ce sont les hommes qui l'ont tué. Après la révolution industrielle, ils ont pensé qu'ils n'avaient plus besoin de Dieu, en fait. Donc moi, je vais faire une petite analogie qu'en Afrique, ce n'est pas Dieu qui est mort, mais c'est un peu l'idée de l'homme africain dans sa place dans le monde, qui est un peu mort parce qu'il est un peu le produit de l'histoire. L'homme africain se définit comme le produit de son passé, et je voudrais juste que l'homme africain en fait se réfléchit pas comme étant au produit de son passé, comme étant un résultat de l'esclavage ou de la colonisation, mais comme étant un vrai homme, et de pouvoir participer au monde, de pouvoir être au fait des enjeux qui sont, donc, que ce soit la démocratie ou le changement climatique, et non plus en se lamentant sur son sort et en accusant l'Occident de tous les maux. Exactement, donc il faudrait un peu déconstruire ce que ça veut dire être africain pour reconstruire sur le plan humain. Donc qu'est-ce que c'est qu'un homme? Et c'est un peu philosophique, c'est une dimension un peu philosophique. Et c'est super important parce qu'un État ne peut être souverain quand les hommes qui composent l'État ne sont pas souverains en fait, sur le plan ontologique. Oui, alors moi j'ai beaucoup apprécié l'intervention du monsieur au premier rang, le philosophe, parce qu'effectivement je pense que contrairement à ce qu'on dit, on n'a pas suffisamment de penseurs en Afrique, on n'a pas suffisamment de masse critique, et je pense qu'il revient aussi à ce qu'on appelle parti politique en Afrique de faire ce travail d'éducation des masses, parce qu'on parle des masses, théoriquement c'est à l'État de s'occuper des masses, de l'éducation, de les former, mais du coup l'accès au pouvoir d'État permet de former différemment ces masses-là, dans le cadre qui est celui qui est normal, qui est celui de l'éducation. Ici en France, c'est l'État républicain qui forme les jeunes, y compris les jeunes français d'origine sénégalaise, à être dans le dogme républicain. Et c'est de cette manière-là que si on enseigne l'histoire du panafricanisme avec M. Sonko comme chef d'État, eh bien on aura des masses qui seront éduquées au panafricanisme. C'est aussi simple que ça. C'est-à-dire que le pouvoir d'État permet de faire des choses. Le pouvoir aussi au niveau des municipalités permet d'en faire d'autres. J'étais hier au gouvernement locaux unis d'Afrique. On peut faire des choses également à d'autres niveaux que le seul niveau présidentiel. Ensuite, je dirais que dans ce travail-là, c'est aussi quelle offre politique est donnée aux populations. Si les partis politiques qui se présentent aux élections ne s'inscrivent pas dans une dimension panafricaniste, c'est normal que le panafricanisme restera, on va dire, dans la rue, sur les réseaux sociaux. Alors pas tellement dans les salons, contrairement à ce qu'on dit, on n'est pas tellement dans les salons, on est vraiment plutôt dans les rues et dans différents endroits. Donc c'est aux partis politiques de fournir cette offre-là. C'est aux partis politiques de travailler ces questions-là, de former leurs militants à la question du panafricanisme. Parce qu'il est évident que c'est fondamental. Moi, je suis secrétaire général d'une organisation politique. À l'heure où je vous parle, on organise la campagne aux élections présidentielles d'un candidat en RDC. On réunit des gens dans les quartiers, on prépare des meetings. Au niveau du Sénégal, la Ligue travaille avec le RND, Diallo Diop et France Dégage. Donc on connaît bien les positions vis-à-vis du PASTEF. Et c'est évident qu'il faut qu'au niveau des partis politiques, il y ait des alliances. Il faut qu'il y ait de l'interformation entre partis politiques pour qu'il y ait suffisamment de masse critique dans les rangs des militants qui ensuite feront la jonction avec ce qu'on peut appeler le lumpen prolétariat. Donc c'est reprendre des stratégies à la Fanon, à la Cabral, à la Malcolm X, faire du travail de proximité, du travail associatif. Il y a déjà beaucoup d'associations ou d'acteurs de la société civile qui font ce travail-là. C'est peut-être pas toujours parfait parce qu'on n'est pas des professionnels de la politique, à la différence de ceux qui sont au pouvoir et qui ne mettent pas d'idéologie ou de vision dans leur programme. Mais on essaye, je dirais, de faire ce que nous devons faire. Sur la question également je dirais de la pauvreté, je pense que c'est aussi important de comprendre qu'effectivement il faut les leviers financiers.
On ne peut pas mettre dans un programme politique qu'on va relever le SMIC de tant de points ou alors relever les bourses des étudiants africains si dans le même temps on ne veut pas s'engager dans une politique de contestation de la dépendance financière et monétaire dans laquelle on est. Hein, celui qui est candidat à une élection présidentielle qui vous dit je vais augmenter le SMIC et qui dedans ne précise pas qu'il veut récupérer sa souveraineté financière, c'est quelqu'un qui vous tourne en bourrique. Donc il faut évidemment qu'il y ait, je dirais, du concret entre la proposition qui est faite et la vision qui est donnée. Et je pense que là, on est je dirais, en cohérence avec cette vision-là. Sur ce qui est de la question des enfants des rues, donc, comme je disais hier, j'étais avec les maires des villes africaines. Je pense qu'il faut aussi repenser la politique des villes en Afrique. On parle beaucoup d'un certain niveau, le niveau national, macro, etc., mais aussi le niveau urbain, il est fondamental. Nous avons une Afrique qui est de plus en plus urbaine, et la question de la démocratie dans l'architecture de tous ces éléments-là, elle est fondamentale. Donc il faut aussi des visions à ce niveau-là, c'est-à-dire que tout ne s'arrête pas à un chef d'État. Si on veut sortir justement de cette vision du Messie, il faut analyser les différents pouvoirs, les différentes échelles auxquelles on peut précisément faire bouger les choses. Dans notre cas ici, par exemple en France, nous avons créé l'école politique africaine, parce que nous estimons que ce que les Africains apprennent ici même à Sciences Po n'est pas adapté aux défis du continent africain. Donc nous avons créé l'école alternative, qui est basée à Nanterre, qui fonctionne sur les cours d'histoire. Et je serais ravi que M. Sonko puisse y venir, et je suis sûr que quand il sera élu, il sera le premier chef d'État à venir y faire une conférence. Ensuite, dans cette vision de l'éducation, c'est comment on construit une doctrine de responsabilité politique. La définition de la souveraineté, c'est ça. C'est une doctrine de responsabilité politique qui fait que quand ce qu'on appelle bonne gouvernance amène notre pays dans le mur, on est capable d'en sortir parce qu'on est responsable. Et c'est ça la souveraineté. Ensuite, pour terminer, juste sur la question de l'opinion africaine, il y a un dernier élément qui est fondamental, c'est la souveraineté médiatique, la souveraineté de l'information. Parce que ce qui va déterminer le monde au XXIe siècle, c'est le contrôle de l'information. Et de ce point de vue-là, il y a beaucoup de travail à faire sur le continent africain. Donc les médias sénégalais, africains, panafricains, de manière générale, doivent également avoir une certaine éthique vis-à-vis de la corruption, vis-à-vis de l'endoctrinement de la jeunesse, vis-à-vis des fake news, vis-à-vis des fausses rumeurs de caniveau, qui permettent aussi de relever le niveau de manière plus générale. L'information. Et cette information, elle cible plus particulièrement la jeunesse, parce qu'il y a une guerre qui est faite contre la jeunesse depuis les années 90 et les politiques néolibérales. Donc il faut une politique de jeunesse qui soit forte à ce niveau-là, qui permette de reconstruire une opinion publique africaine qui soit, je dirais, positive, qui soit souveraine. Pour le faire, eh bien, il faut donc avoir des visions, et je pense que quand on a évoqué le cas de la tache d'huile, c'est fondamental. Il faut aujourd'hui des structures, des alliances. La Ligue panafricaine Modja, dans notre cas, nous sommes une organisation politique présente dans plusieurs pays, donc nous avons déjà compris la notion de la tache d'huile. C'est un élément important que le Sénégal doit également mettre en lien. Si dans le premier tiers de l'année 2019, il y a des régimes progressistes qui arrivent au pouvoir à Dakar et à Abuja, je pense que la question des APE sera définitivement réglée. Étienne, rapidement, et Étienne Smith. Très vite, parce qu'il nous reste très vite, ouais, il nous reste 2 minutes. Sur la question de la citoyenneté, je voulais rebondir sur ce qui avait été dit. Je trouve que les résultats électoraux pour le cas du Sénégal ces 30 dernières années nous donnent une réponse un peu de ce problème à étendre la question de la citoyenneté, puisque les 30 dernières années, tous les présidents sortants font des très mauvais scores dans les zones urbaines et des très bons scores dans les zones rurales. Et les opposants font des scores excellents en zone urbaine et en zone rurale uniquement dans leur fief, pas dans les zones rurales qui ne sont pas leur fief. Et comment faire quand on est candidat à une élection au Sénégal, justement pour vernaculariser un peu son discours politique, pour qu'il parle à des gens au-delà des espaces urbains où l'opposition est de toute façon quasiment automatiquement en terrain conquis. Comment on fait ce travail? Est-ce que c'est par l'idée qu'il y a une table rase à faire et qu'on va tout apprendre aux masses paysannes, ou est-ce qu'on part aussi de l'idée que les masses paysannes connaissent des choses, ont des organisations locales, ont des parlements villageois en Casamance, ont une vie politique très active au niveau villageois, par exemple au Fouta, etc. Donc il y a des façons de faire la citoyenneté locale qui existent dans les régions, et comment on les articule à la politique nationale sans penser que tout va bien en haut, qu'on va apprendre à être citoyen aux paysans. Compromis, monsieur, vous avez la parole. Merci beaucoup. Moi, j'ai le micro. Attends. Essayez d'être un peu court, s'il vous plaît, parce qu'on est pris par le temps. D'accord. Fréquentez, vous l'avez. C'est la dernière. Merci beaucoup. Attends, on a encore le temps de prendre des questions. Je prends 3 questions. Je vais simplement, on a beaucoup cité Kagame.
Et c'était pour revenir sur la question des talibés, à savoir, est-ce qu'aujourd'hui, M. Sonko... Le micro marche plus fort. Ah oui, je sais pas. Oui, je disais, pour reprendre un peu la question des talibés et aller plus loin, est-ce qu'aujourd'hui, il serait possible, est-ce qu'il est envisageable de revoir toute la chaîne des maîtres, marabouts, coraniques, etc., pour éviter ce type de problème-là? D'accord. J'abrège. À côté là, à gauche, il se lève la main, et puis monsieur en troisième. Une dernière question là. Une question. Ah. Après, allez-y, allume la question. Juste en fait, deux petites questions pour M. Sonko. Ce serait Ok, bon. C'est que... en fait, je voudrais poser à M. Sonko la question suivante par rapport aux zones qui sont enclavées au niveau du Sénégal. Par exemple, le Sénégal oriental, on sait que, par exemple, la plupart des populations, lorsqu'on y va et qu'on retourne par exemple à Dakar, les gens nous disent « Saluez-nous les Sénégalais », comme s'ils ne se sentent pas au Sénégal, parce qu'il y a un véritable enclavement. Qu'est-ce que vous comptez faire justement pour que véritablement ces zones soient connectées au Sénégal? D'accord, enfin, mademoiselle, là-bas, enfin. C'est la dernière question. La dernière. C'est la dernière. Bonsoir, moi c'est Aminata. J'ai une question pour Ousmane Sonko. C'est d'abord, je commence à dire que je suis contre les APE et les contrats pétroliers, mais en même temps, comment revenir dessus sans entraver, sans compromettre le sérieux de l'État sénégalais, les exigences de continuité étatique? Merci. Monsieur Sonko. C'est fini. On ne peut plus prendre de questions malheureusement parce que... Voilà, monsieur Sonko. C'est fini, mesdames et messieurs. Pour la question des talibés, vous savez, moi je considère que nous sommes dans des pays assez particuliers où, au nom de la laïcité, au nom d'une certaine conception de la laïcité, l'État sénégalais a considéré qu'il ne devait pas intervenir dans un certain nombre de secteurs. Évidemment, quand vous perdez le contrôle de ces secteurs parce que vous n'y intervenez pas, il est difficile après de pouvoir y intervenir. Dans ce que nous avons présenté dans l'ouvrage Vision, nous avons posé le principe de l'institutionnalisation des relations entre le culte et l'État. Parce qu'il y a un jeu de beaucoup d'hypocrisie où on dit l'État est laïque, donc n'intervient pas dans le culte. Et en réalité, il n'y a aucun État qui intervient plus que l'État sénégalais dans le culte, mais de manière opaque. De manière opaque, ce qui pose beaucoup de problèmes par rapport à la gestion des deniers publics. Parce que l'argent qu'on met dans des mallettes qu'on transporte à gauche et à droite, c'est l'impôt des Sénégalais. Et il est temps qu'on aille vers une institutionnalisation, parce que chaque pays a ses réalités, et ici c'est une réalité forte, il faut la gérer. Gouverner justement, c'est accepter d'appréhender et de gérer les réalités, de ne pas se cacher derrière son petit doigt. Et si on nationalise avec un budget régulièrement voté, qui va être géré comme tout autre budget, de manière transparente, pour appuyer le culte, ça légitimera davantage l'intervention de l'État. Et la formation. Oui, tout ça va y aller parce que le budget, c'est la formation, c'est l'entretien de la construction des lieux de culte. Si j'ai dit formation, c'est tout. Donc, ça veut dire que l'État doit pouvoir avoir un droit de regard sur qui a les capacités pour pouvoir s'installer. Capacité technique, capacité matérielle, ainsi de suite. Les zones enclavées du Sénégal, c'est un point qu'on retrouve peut-être dans tous les pays de l'Afrique, en tout cas dans la majorité des pays d'Afrique noire particulièrement, où la malgouvernance est beaucoup plus sentie en zone rurale qu'en zone urbaine. Et le paradoxe, comme le disait tantôt, c'est que les zones les plus délaissées par les régimes successifs, ce sont ces zones-là qui votent pour ces régimes. Et les zones où on a concentré pratiquement l'essentiel des investissements, c'est ces zones-là qui désavouent souvent les régimes. Et c'est valable pour le Sénégal. Vous allez à l'intérieur du Sénégal, peut-être que les populations étaient tellement délaissées qu'elles ne comprennent plus les enjeux, elles ne savent pas ce qui se passe, et qu'à la veille des élections, il suffit de venir avec un petit billet pour avoir ce que vous voulez. Mais c'est symptomatique en tout cas d'une mauvaise redistribution de la richesse nationale, verticalement comme horizontalement.
Et ça continue. Vous avez vu qu'on dit qu'il faut désenclaver Dakar, il faut créer un nouveau pôle urbain. On vient le créer à Dakar. Parce que Diamniadio, c'est Dakar. C'est la presqu'île du Cap-Vert. Et ça crée cette concentration, malheureusement, parce que les gens, ne trouvant pas le minimum chez eux, sont obligés de venir vers Dakar. On parle d'exode rural. Et Dakar est passé, la population de Dakar a été multipliée par 4 ou par 5 en moins de 30 ans. Ce qui fait que c'est devenu invivable. Invivable parce que d'abord c'est une presqu'île qui n'a pas beaucoup d'espace, les infrastructures n'ont pas suivi et c'est devenu l'une des capitales les plus invivables de l'Afrique en termes de coût du loyer, en termes d'assainissement, de pollution, de difficulté à collecter et transporter les ordures ménagères, ainsi de suite. Et ça, c'est une manque de vision de nos autorités. Et c'est pourquoi nous avons théorisé les pôles de développement territoriaux, les 6 grands pôles qu'il faut réactiver, réorienter carrément les financements vers ça et essayer de figer les gens là où ils sont en leur permettant d'avoir un minimum d'infrastructures sociales de base, mais également de pouvoir accéder à un emploi décent, etc., etc. Ce que je dis, c'est comme ce qui a été posé sur la question de la politique sociale. Nous avons développé de longs développements sur la question de la politique sociale, en disant qu'on ne peut pas laisser une bonne partie. Il y a 400 000 Sénégalais qui bénéficient d'une couverture sociale au Sénégal sur 15 millions d'habitants, c'est-à-dire les salariés. Tout le reste n'ont pas de couverture sociale. Il faut généraliser, il faut aller vers quelque chose de plus ambitieux. Mais comme je le dis, et c'est pourquoi nous devons être conscients que le combat pour la souveraineté économique est le premier à gagner. Si on ne le gagne pas, vous ne pourrez pas. Les idées, c'est facile de les avoir. Il suffit de faire du benchmarking, de regarder ce qui se fait ailleurs et de tropicaliser un peu. Vous avez les idées. Mais après, vous le ferez avec quoi? Cette question, elle est cruciale et je crois que nous devons tous être conscients que la bataille pour la souveraineté culturelle, éducation, etc., mais économique, nous ne pouvons pas continuer avec le franc CFA sous sa forme actuelle. Nous ne pouvons pas signer les APE. Nous ne pouvons pas gagner que 10% sur nos ressources naturelles et penser et continuer à aller nous endetter au niveau du groupe consultatif à coût de centaines de milliards. Ces questions-là, elles sont importantes. Il faut que ça se pose de la même manière dans tous les pays africains. Parce que c'est ça les vrais boulots qui nous retiennent. C'est très facile de décliner, mais si vous ne réglez pas ces questions, ici, nous sommes en France, j'étais aux États-Unis avant, j'étais au Canada, j'étais en Espagne, mais on ne réinvente pas la roue. La clé du développement, elle est là. Tous ces pays ont tout fait pour construire un schéma de développement endogène en ayant une mainmise sur leurs ressources et sur leurs capacités. Nous, en Afrique, on a toutes les richesses qu'on laisse échapper volontairement. Et on est pauvre. Et après, on pense qu'on peut s'en sortir avec l'endettement et l'aide au développement. Nos ressources souveraines, nous les laissons passer. Pourquoi les APE posent problème? On vous dit, ouvrez vos frontières. Vous allez perdre 75 milliards, 150 milliards par année. Mais ce n'est pas grave. Nous allons compenser. Mais avant qu'on compense, nous allons vous imposer notre dictat pour vous dire, vous devez faire telle politique fiscale, votre législation du travail est très rigide, il faut changer ceci. C'est ça les questions, les vrais combats qu'il faut gagner. Et il faut qu'on conscientise le maximum d'Africains à comprendre ces enjeux-là, que c'est pas... moi, quand j'entends les discours politiques, je suis ce qui se passe dans toute l'Afrique, c'est pas de la prétention, mais je dis, on ne pose pas les vraies questions. Et on les élude même parce que, comme quelqu'un l'a dit ici, c'est pas seulement tous mes amis présidents africains, mais mon ami président, chez nous les gens aiment bien dire je suis l'ami de tel président, de tel pays occidental, etc. Et ce complexe-là est un de nos gros problèmes. Maintenant, la dernière, c'est Aminata qui parle de... Vous savez, Aminata, moi je dis, on est souverain ou on ne l'est pas. Les ressources naturelles nous appartiennent. C'est ça la réalité. Et nous avons des bases... Nous avons des bases légales déjà. Il y a quand même des résolutions de l'ONU, des conventions de l'ONU, notamment celle de 1983, qui assoient... Voilà, qui ont posé le principe de la souveraineté des peuples sur les ressources naturelles. Nous avons un certain nombre de bases pour dire ce n'est pas possible. Cette Afrique-là n'est plus possible. En tout cas, ce Sénégal-là, pour nous et notre génération,
ce n'est plus possible. On ne peut pas continuer comme ça. Aujourd'hui, on vient de multiplier par 10 ou par 20, je crois, ou 40 les frais d'inscription pour venir étudier en France. Merci beaucoup. Est-ce que vous croyez que la France doit... Vous ne croyez pas que le temps de la France... Je prends une photo. Ok, bloc là-bas, bloc là-bas. mbokk yi ñu ngi woon fii tey Sciences Po ci li nga xamante ni moo nekkoon conférence bi monsieur Ousmane Sonko waroon amal fii kon ñu ngi leen di jox daje suba à partir de 13h fële ca Dock Pullman au 50 avenue du président Wilson kon partisans yi membre passé ñu joxante di daje foofu nga xamante ni moo nekk Dock Pullman président Ousmane Sonko dina fa teew donc mboolem patriote yi ñu jógee fépp ci France dinañ fa teew moo xam Pastef Côte d'Azur moo xam Pastef Lille Pastef Bordeaux Île-de-France ñu ngi leen ci woo kon ñu ci woo sénégalais yëpp ñu ci woo diaspora bi yëpp kon mbokk yi loolu lañ leen indiloon tey ci premier jour tournée monsieur Ousmane Sonko bi nga xamante ni amal na ko fii ci Paris donc Sciences Po bi jeex na bu subaa incha allah ñu joxante rendez-vous fële ca Dock Pullman kon di ngeen gis ne ci page Facebook Pastef France am na information yu bëri yu ñu koy véhiculer kon mbokk yi loolu lañ leen andiloon tey ñu joxante dig daje ba suba à partir de 13h fële ca Dock Pullman lu weesu loolu le président Ousmane Sonko dina amal conférence de presse si suba si à 9h à 9h dina amal conférence de presse donc à 13h incha allah ñu war a tàmbali li nga xamante ni moo nekk meeting bi kon les patriotes demain à partir de 13h fële ca Dock Pullman avec Pastef et le président Ousmane Sonko jërë ngeen jëf.